C'est l'heure de vous informer sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome ouvre ce vendredi la phase d'enregistrement des déclarations de candidature pour les élections communales de 2026. Les partis politiques ont jusqu'au 28 octobre à minuit pour déposer le dossier conformément aux tests en vigueur. La Cour constitutionnelle a rendu ce jeudi sa décision dans le recours introduit par le Parti Les Démocrates à la suite de l'invalidation du parrainage de le député Michel Sodjinou par la Sénat. Dans son arrêt, la Cour s'est déclarée incompétente. Et puis, hors du Bénin, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma se retrouve de nouveau dans l'œil du cyclone judiciaire. La Haute Cour de Pretoria lui impose 60 jours pour restituer près de 1,7 million de dollars d'argent public. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. La Commission électorale nationale autonome a donné le coup d'envoi officiel de l'enregistrement des candidatures pour les élections communales du 11 janvier 2026. À la veille de cette étape importante, le président de l'institution, Saka Lafia, a livré un message solennel à l'endroit des partis politiques. Mêlant rappel des tests de loi et appel au civisme, il a défini les grandes orientations d'un scrutin local décisif pour la consolidation de la démocratie béninoise. Suivons un extrait de ses propos. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, responsables et membres des partis politiques, le processus devant conduire aux élections communales du dimanche 11 janvier 2026 entrera dans sa phase décisive demain, vendredi 24 octobre 2025, avec le démarrage au siège de la Sénat de l'enregistrement des déclarations de candidature pour les partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale. Conformément au calendrier électoral établi par la Sénat, ces opérations d'enregistrement se dérouleront du 24 au 28 octobre 2025 à minuit. À la veille de cette étape importante du processus électoral, je voudrais m'adresser tout particulièrement aux responsables des partis politiques concernés. J'en appelle à leur sens aigu de responsabilité pour garantir le bon déroulement de ces opérations. À cet égard, il importe de rappeler à tous que les déclarations de candidature doivent s'effectuer conformément aux lois en vigueur. Plus précisément, le cadre juridique de cette élection est constitué des dispositions issues des lois électorales de 2018 et 2019 et des récentes modifications apportées par la loi de mars 2024. La crédibilité de ces élections se construit dès cette étape de présentation des dossiers de candidature. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, outre les 8 pièces habituellement requises pour la déclaration des candidatures, une exigence du Code électoral impose à tous les partis politiques de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Autrement dit, une liste de candidatures doit être constituée pour les 546 arrondissements de notre pays, soit un total de 3630 candidats titulaires et suppléants par parti politique. La conséquence de cette disposition est claire. L'absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera de fait son rejet par la Sénat sans aucune possibilité de la compléter ultérieurement. Je recommande donc fortement aux partis politiques de procéder aux vérifications nécessaires
avant de se présenter devant les agents d'enregistrement de la Sénat. C'est fort de ces constats et dans le souci d'accompagner les partis politiques que la Sénat a conçu et mis à votre disposition une plateforme informatique pour un établissement rapide et efficace de la liste des candidats. J'ai bon espoir que chaque parti politique en fera un usage judicieux et sera prêt pour l'enregistrement de sa déclaration de candidature à partir du vendredi 24 octobre 2025 et jusqu'au mardi 28 octobre 2025, dernier délai. Pour le bon déroulement des opérations, j'invite instamment les partis politiques à ne pas attendre le dernier jour, ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Mesdames et messieurs, je voudrais rassurer les uns et les autres que la Sénat a pris toutes les dispositions nécessaires pour que, dès le vendredi 24 octobre 2025 à 8 h, ces équipes soient à votre disposition pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement des déclarations de candidature. Mesdames et messieurs, je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Autre volet de l'actualité, la Cour constitutionnelle a rendu ce jeudi sa décision dans le dossier relatif au recours introduit par le député Kamel Ouassagari et plusieurs autres élus du Parti Les Démocrates contre l'ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou ayant annulé le parrainage de Michel Sodjinou. Après examen, la haute juridiction s'est déclarée incompétente. Suivant. Nous venons de finir à la Cour constitutionnelle qui a connu ce jour des différents recours élevés contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et la Cour, après avoir examiné les 5 recours soumis à son attention, a retenu tout à l'heure dans sa décision, notamment le dispositif, qu'elle se déclare incompétente en l'état. Je suis aussi surpris, comme vous, parce que de toutes les décisions que j'ai eu à voir, à entendre, à lire, la Cour s'est souvent déclarée incompétente, mais je n'ai pas souvent relevé ce groupe de mots en l'état. Je ne sais pas si c'est les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous sommes, s'agissant du contentieux électoral ou bien de la matière électorale, qui font que la Cour a choisi d'ajouter ce groupe de mots. Toute chose que nous savons est que ça inquiète, ça interpelle beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que la Cour voudrait dire en se déclarant incompétente en l'état. Nous, en ce qui nous concerne, on retient que c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui est insusceptible de recours. Et nous attendons surtout de lire la décision pour comprendre les motivations qui ont conduit la Cour à se déclarer incompétente en l'état. Je suggère que nous attendions carrément de recevoir l'intégralité de la décision de la Cour, de lire les motivations sur la base desquelles elle a débouché sur ce dispositif, et nous saurons davantage. Si les circonstances évoluaient, peut-être que la Cour reviendrait encore nous dire autre chose, puisque nous sommes dans un état certain aujourd'hui. Peut-être que dans la minute qui suivra, les jours qui suivront, on peut être dans un autre état. Les possibilités qui s'offrent aux requérants, a priori, il nous est enseigné que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Donc en droit, ils n'ont pas de recours à relever contre cette décision-là. Mais il leur est permis de revenir saisir la Cour dès qu'ils auront d'autres éléments nouveaux, dès qu'ils seront dans de nouvelles circonstances qui, selon eux, motiveraient un revirement de la Cour.
On change de registre à présent. La vie de couple ressemble souvent à un long voyage fait de complicité mais aussi d'épreuves. Et parmi les ingrédients essentiels pour préserver l'amour et l'équilibre du foyer, la patience s'impose comme une vertu incontournable. Mais alors, dans une relation qui doit faire preuve de plus de patience, l'homme ou la femme, ou bien cette qualité doit-elle se partager équitablement? Fais-nous à pouvoir, conseiller matrimonial, nous édifie. Entre l'homme et la femme qui doit faire preuve de patience, moi je vais directement vous dire que c'est la femme. Une femme patiente est une femme qui sait se prendre lorsqu'il y a des sautes d'humeur du mari dans le foyer. La femme, c'est elle qui est la porte d'ouverture de tout ce qui vient miner le couple là, c'est la femme qui est la porte d'ouverture. L'homme, il n'est pas tout le temps attentionné comme la femme. C'est la femme qui donne la vie en fait. Garder une grossesse, porter la grossesse pendant 9 mois et accoucher d'un enfant, l'allaiter jusqu'à ce que l'enfant commence par être lui-même, c'est beaucoup de patience. C'est pourquoi je me penche plus du côté de la femme. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme va être agressif tout le temps. L'homme peut te brimer devant les enfants. L'homme peut manquer, il peut commettre des maladresses. Je conseille à la femme de ne pas réagir automatiquement. Ce que je dis à la femme est valable aussi pour l'homme. Je conseille à l'homme de ne pas tout de suite répondre peut-être à des provocations, à des maladresses de la femme. Il faut laisser le temps passer, surtout laisser le temps passer avant d'aller à la table du dialogue. Quand on veut se faire des reproches, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mots déplacés. Quand on veut se faire des reproches, il faut éviter surtout de pleurer. Parce que quand la femme se met à pleurer, le dialogue change. Ça prend d'autres tournures. Elle se victimise en fait. Et l'homme est complètement perdu. Soit il est perdu, soit il te dit, il te frustre encore plus. Donc, comme c'est nous les femmes qui aimons couler tout le temps les larmes là, c'est pourquoi je m'adresse plus à la femme. Quand on veut parler au sérieux en couple, il n'y a pas de victimisation. Il y a seulement de petits mots. Il y a seulement des moments où il faut dire des choses, où il y a d'autres moments où il ne faut pas dire certaines choses. Il faut aménager l'homme en fait. On sera en train de lui faire des reproches, mais il ne saura même pas que c'est des reproches. Il faut aller pas à pas. Là où tu peux avoir envie de lever un peu le ton, il faut faire tout possible pour t'apaiser et parler calmement. L'exercice est difficile, mais je conseille aux femmes de le faire. Je dirais aux gens d'aujourd'hui d'aller à l'école des anciens. Quand je dis à l'école des anciens, ce n'est pas retourner complètement en arrière, non. Je leur demande d'avoir quelqu'un de bien. Si ce sont vos parents, demandez leurs conseils. Comment ils ont fait pour rester ensemble jusqu'à telle année. Demandez leurs conseils. Je demande surtout aux jeunes couples de se dire certaines vérités. Les vérités qui peuvent faire du bien au couple. Des vérités qui peuvent faire avancer le couple. En interactualité au Cameroun, la tension monte. Des manifestations agitent la ville après qu'Issa Chiroma s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Depuis hier, la connexion Internet est fortement perturbée. Une organisation a confirmé sur IS cette coupure partielle du réseau qui touche également des pays voisins. Suivons ensemble le reportage.
Au Cameroun, la contestation ne faiblit pas, même si elle devient de moins en moins visible sur les réseaux sociaux. Depuis jeudi, l'accès à Internet est fortement perturbé. L'organisation indépendante NetBlocks a confirmé sur X cette perturbation de la connectivité qui impacte également des pays voisins. De nombreux internautes dénoncent une action délibérée du pouvoir visant à museler l'opinion publique et à détourner l'attention des manifestations quasi régulières contre ce que les protestataires qualifient de fraude électorale orchestrée pour maintenir au pouvoir le président sortant Paul Biya. Les opérateurs expliquent cette perturbation par la coupure d'un câble sous-marin, un argument jugé peu convaincant par une partie de la population qui rappelle que le pays dispose de 3 autres câbles opérationnels capables d'assurer la connexion. Dans ce climat de méfiance, la proclamation des résultats de l'élection du 12 octobre a été reportée au 27 octobre prochain. En République démocratique du Congo, le mouvement M23 a fermement démenti les accusations selon lesquelles il aurait dérobé près de 600 kilos d'or dans une mine située au sud Kivu. Lors d'une conférence de presse animée par Corneille Nangaa, le M23 a affirmé que la mine en question n'est plus opérationnelle et qu'aucune activité d'extraction industrielle ne s'y déroule. Le reportage. À Goma, en République démocratique du Congo, le chef du mouvement rebelle AFC M23, Corneille Nangaa, a rejeté ce jeudi les accusations de pillage d'or portées contre sa formation. La société Twangiza Mining, active dans le sud Kivu, affirme que des combattants du M23 auraient dérobé près de 500 kilos d'or et transféré le métal précieux par des canaux souterrains. Le M23 dément catégoriquement ces allégations, assurant que la mine n'était plus en activité et qu'aucune extraction industrielle n'y est menée. Corneille Nangaa accuse au contraire l'armée congolaise d'avoir bombardé les provinces du nord et du sud Kivu, causant plusieurs victimes civiles. Il dénonce également de nouvelles violations du cessez-le-feu signé à Doha, tout en réaffirmant son engagement dans le processus de paix. Selon l'ONU, plusieurs groupes armés se sont emparés de sites miniers dans l'est du Congo. Un rapport du Conseil de sécurité estimait déjà que le M23 tirait environ 300 000 $ par mois de taxes sur les minerais, notamment dans la région de Rubaya, riche en coltan. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma dispose de 60 jours pour s'acquitter de la somme de 1,7 million de dollars, faute de quoi ses biens pourraient être saisis. Dans son jugement rendu public ce mercredi, le juge Anthony a ordonné aux avocats de l'État d'engager une procédure d'exécution forcée incluant la saisie et la vente des biens et immeubles de l'ex-chef d'État afin de rembourser la dette. Le reportage. En Afrique du Sud, Jacob Zuma est sommé de restituer environ 1,7 million de dollars. La Haute Cour de Pretoria réclame à l'ancien président sud-africain des fonds publics utilisés pour financer sa défense dans diverses affaires judiciaires. Jacob Zuma dispose de 60 jours pour s'acquitter de la somme, faute de quoi ses biens pourraient être saisis. Dans son jugement rendu mercredi, le juge Anthony Millard a ordonné aux avocats de l'État d'engager une procédure d'exécution forcée, incluant la saisie et la vente des biens, meubles et immeubles de l'ex-chef de l'État afin de rembourser la dette. L'ordonnance prévoit également la possibilité de saisir toute une partie de la pension présidentielle de Jacob Zuma. Ce jeudi, la Belgique a officiellement annoncé son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental. Cette décision représente un tournant historique dans les relations entre Rabat et Bruxelles. À l'époque, la coopération judiciaire et bilatérale entre les deux pays constituait un instrument stratégique. Aujourd'hui, cette anticipation se concrétise de manière évidente. C'est après moi. À Bruxelles, le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita. Les deux dirigeants ont signé un accord visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs. Cet accord officialise également le soutien de la Belgique au projet d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. L'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara, qui a été présentée en 2007 et qui prévoit que cette région s'inscrive dans le cadre de la souveraineté du royaume et de son unité nationale, constitue la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste
pour parvenir à une solution politique que nous voulons juste, durable et mutuellement acceptable. Revendiquée à la fois par le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario, le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes établis par les Nations Unies. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.